forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur cette fréquence pour partager avec vous les activités de la semaine relative à la vie des armées. Le sommaire, en ligne de mire, cérémonie d'installation du colonel commandant la zone militaire numéro 7 à Thiès. En mini-journal, cérémonie de remise de permis de conduire aux militaires engagés de la deuxième fraction du contingent 2018 en zone militaire numéro 5 à Ziguinchor. La page santé sera consacrée à l'entretien sur la prévention du cancer du col de l'utérus avec le médecin lieutenant-colonel Marie-Edouard Faye, professeur en gynécologie à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Votre disque du soldat sera la dernière rubrique de cette émission. C'était tout pour le menu, le développement après ce tampon musical. La voix des Djambars. Le colonel Boubacar Koïta a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la zone militaire numéro 7. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 16 octobre 2020 à la base militaire de Thiès. Elle a été présidée par le général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées, en présence d'imminentes autorités militaires civiles de la capitale du Rail. Reportage, adjudant Boubacar Diallo, bureau information, relations publiques, zone militaire numéro 7. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Boubacar Koïta, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. C'est par ces mots à l'endroit des officiers, sous-officiers et militaires du rang que le général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a installé le colonel Boubacar Koïta à la tête de la zone militaire numéro 7. La zone militaire 7, qui est désormais sous sa responsabilité, s'étend de Thiès à Diourbel sur une superficie de 10 960 km² pour une population de 23% de la population du Sénégal. Elle est un maillon central dans la formation militaire et la préparation opérationnelle des unités. En plus des unités de réserve générale, elle abrite des écoles de formation militaire. Le nouveau commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel Boubacar Koïta, a pris le commandement. Zone militaire numéro 7. Mon commandement. Présentez. Tous les corps ont souhaité un bon séjour au nouveau chef qui s'est par la suite adressé à la presse. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant. Je remercie le commandement qui a eu confiance en moi pour me nommer à la tête de cette zone militaire numéro 7, qui est une zone très particulière, une zone très sensible à plusieurs égards de par sa position. Donc ma feuille de route, c'est tout simplement m'inscrire dans la voie qu'ils ont déjà tracée. Je vais maintenir les acquis et essayer d'améliorer, apporter une petite touche. Je vais aussi appliquer les orientations prioritaires du SEMGA. Et enfin, je vais aussi renforcer les liens armée-nation, tant à l'écoute des populations et en essayant de satisfaire dans la mesure du possible les besoins des populations. Donc globalement, voilà, Thiès, c'est la vitrine des armées. C'est vraiment le lieu de préparation de toutes les forces. Donc nous allons tout faire pour mériter la confiance de notre commandement. Pour rappel, le colonel Boubacar Koïta remplace le colonel Maguette Ndiaye qui, après un séjour de 2 ans, s'en va pour une nouvelle mission. Adjudant Boubacar Diallo, zone militaire 7.
La cérémonie de remise de permis de conduire automobile au profit des militaires engagés de la deuxième fraction du contingent 2018 de la zone militaire numéro 5 s'est déroulée le jeudi 15 octobre 2020 au camp colonel Georges Boissy, présidé par le colonel Clément Nazalan, chargé de l'expédition des affaires courantes de la dite zone. Cette manifestation a vu la participation des moniteurs de Ziguinchor chargés de cette formation. Compte rendu, Sergent Luc Mingou, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire, numéro 5. Cette cérémonie consacre la fin d'une formation de 4 mois de conduite automobile au profit des militaires du contingent 2018-2. Ainsi, 44 soldats nouvellement engagés ont été formés au code de la route et à la conduite grâce au partenariat d'une auto-école de la place. Maguey Gueye, moniteur agréé, salue ce stage initié par l'état-major général des armées. De mon côté, je m'occupais de la formation, donc code de la route plus conduite automobile. Là, et à l'issue de tout ça, couronné par l'obtention du permis, ça magnifie encore une fois le slogan qui est devenu réalité Armée-Nation, parce que ça nous a permis, nous, en tant que civils, d'accéder quand même à certains niveaux, donc surtout avec l'armée sénégalaise, qui pouvait bel et bien former ces éléments, mais qui a choisi de décentraliser un peu dans les régions pour que ces derniers puissent, après ça, servir dans d'autres domaines. Donc, une fois leur épanouissement dans la société, on est prêt à continuer cette collaboration. Venu présider la cérémonie, le colonel Clément Nazalan, chargé de l'expédition des affaires courantes de la zone militaire numéro 5, a d'emblée salué le partenariat fécond avec la structure auto-école sélectionnée à Ziguinchor. Il n'a pas manqué de féliciter les militaires récipiendaires. J'aimerais féliciter ces récipiendaires qui viennent de recevoir ce permis, ce document important. Grâce à ce document, vous ferez partie du vivier des conducteurs dont l'armée a besoin pour accroître la mobilité, pour avoir plus de capacité de pouvoir mettre en œuvre nos véhicules. Seulement, il est important de rappeler que ce document reste un document de conduite pour les véhicules civils. Alors, il sera important dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, qu'un certain nombre parmi vous puissent très rapidement faire du perfectionnement et une extension au niveau local pour vous donner la possibilité de pouvoir conduire un véhicule militaire avec un permis de conduire militaire. Cette cérémonie a été une occasion pour militaires et civils de saluer cette première expérience décentralisée à la conduite automobile. Celle-ci ayant permis de doter des permis numériques aux militaires nouvellement engagés va certes augmenter le vivier de conducteurs dont dispose l'armée, mais aussi renforcer le concept Armée-Nation. Sergent Luc Mingou, Bureau Information Relations publiques, zone militaire numéro 5. Aujourd'hui, Armée-Nation reçoit dans sa rubrique Focus sur le capitaine Lamine Mané, chef du bureau de garnison de la zone militaire numéro 1. Ses missions, son implication dans le service de garnison et l'organisation des grands événements militaires sont entre autres questions abordées au cours de cet entretien. Il est au micro du sergent Seydina Issa Diouf. Nous sommes avec le capitaine Lamine Mané de la zone militaire numéro 1. Bonjour. Bonjour. Mon capitaine, voilà, vous êtes le major de garnison de la zone militaire numéro 1. Pouvez-vous dire à nos fidèles auditeurs ce que c'est un major de garnison et quelles sont les missions dévolues à votre structure? Encore bonjour et bonjour aux fidèles auditeurs de l'émission Armée-Nation. Le major de garnison est un officier supérieur placé sous l'autorité du commandant d'armes d'une garnison importante pour organiser les services communs aux différents corps stationnés en son sein, surveiller l'exécution et veiller au maintien de la discipline en ville. À ce niveau, il faut faire une petite précision quand même. En se basant sur les textes, un officier subalterne placé à la tête d'un bureau de garnison n'est pas major de garnison, mais on l'appelle officier de garnison, chef de bureau. S'il est officier supérieur, c'est là où il prend l'appellation de major de garnison. Mais s'il est officier subalterne, on l'appelle officier de garnison, chef de bureau. Donc je crois qu'il fallait faire aussi cette précision pour une définition plus claire. S'agissant des missions, elles se résument à la préparation des pièces périodiques. Quand on parle de pièces périodiques, on entend rapport de place. Donc il y a aussi
une pièce qui s'appelle État des pièces administratives de décès. C'est un peu l'État qui nous fournit avec l'aide des hôpitaux, qui nous permet d'avoir les certificats de genre de mort par exemple. Donc c'est aussi produit à notre niveau. Il y a, à part cela, nous avons aussi l'organisation et la coordination des différentes étapes lors du transfert ou de l'inhumation d'une dépouille militaire. Nous faisons aussi comme travail l'enregistrement des dossiers de candidature des volontaires au recrutement ou des candidats aux différents concours directs organisés par les armées. Également fait partie de notre boulot l'organisation matérielle des cérémonies. Nous assurons aussi la répartition des installations militaires pour attribution entre les différentes unités installées dans la garnison. Donc voilà en résumé de façon ramassée notre mission. Les missions dévolues à votre structure, voilà mon capitaine. Et dans cette définition du major de garnison, vraiment, aux candidats du CIA à leur plume, parce qu'il y a une précision de taille qui a été faite dedans. Mon capitaine, la zone militaire numéro 1 est l'une des zones les plus importantes en point de vue de concentration d'unités. Comment parvenez-vous à organiser le service de garnison quand on sait que la plupart des corps dépendent d'état-major d'armée ou de direction de service? Comment ça se fait, cette organisation du service? C'est vrai, Seydina, la zone militaire numéro 1 est l'une des zones les plus importantes du point de vue concentration d'unité. Ça, c'est vrai. Et la preuve, c'est que nous avons au moins 16 corps implantés dans cette zone. Et nous avons aussi tous les états-majors des armées et toutes les directions de service. Donc, voilà un peu pour expliquer pourquoi il y a cette concentration. Maintenant, le service de garnison est un service commun à tous les corps. Maintenant, pour une bonne pratique, les textes ont été très clairs. Donc, le service commun à toutes les unités est confié au commandant de zone, qui est en même temps le commandant de la place d'armes, le commandant d'armes délégué. Donc, maintenant, lui, à son niveau, il a un bureau de garnison. Et ce bureau de garnison établit, avant chaque 20 du mois en cours, n'est-ce pas, un rapport de place qui définit le rôle de toutes les unités durant le mois à venir. Et ce rapport de place est fourni. Les unités l'ont au plus tard le 20 de chaque mois et chaque unité sait ce qu'il a à faire. Et c'est coordonné. Toutes ces activités après sont coordonnées par le bureau de garnison qui rend compte sans délai au commandant de zone. Voilà un peu quoi, c'est ça. Voilà un peu ce que c'est que l'organisation du service de garnison au niveau de votre structure. Voilà mon capitaine, nous allons maintenant aborder une question un peu, je dirais entre guillemets, un peu délicate. C'est que le casse-tête pour beaucoup de militaires demeure l'obtention d'un logement dans le domaine militaire, surtout à Dakar, ici à Dakar. Qu'est-ce qui fait la difficulté et quelles sont les procédures pour satisfaire cette demande? Je viens d'expliquer tout de suite la concentration des militaires dans notre zone et c'est le principal problème à mon avis. Nous avons beaucoup de militaires et trop de demandes par rapport à l'offre. Voilà, donc c'est le constat que nous faisons. Mais nous constatons en même temps que le commandement est en train de tout faire pour réfectionner ou réaliser d'autres infrastructures pour répondre à ces multiples demandes. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de ces logements, je crois qu'il faut le dire aussi aux auditeurs, n'est-ce pas? Ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ces logements, il faudra établir une demande, n'est-ce pas? Une demande manuscrite à laquelle l'intéressé joindra un certificat de mariage. Et à partir de ce moment, la demande elle est prise en compte à notre service au niveau du bureau patrimoine jusqu'à ce qu'un logement soit disponible. Et espérons que d'ici quelques années, chaque militaire pourra trouver à loger à proximité de son lieu de travail. Bon, j'espère que c'est le souhait du commandement et que, Inch'Allah, nous y parviendrons. Là, mon capitaine, concernant les cas de décès à Dakar, sont aussi gérés par vos services. Comment le bureau de garnison et l'armée en général soutiennent-ils les familles en ces moments de douleur pendant et après les décès? Oui, merci beaucoup. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Et je veux le préciser ici. Et j'aime bien ce boulot parce que c'est un honneur d'assister une personne lors de ses derniers moments, lors de ses derniers instants. C'est un grand honneur. Et à ce niveau, notre soutien est défini selon qu'il s'agisse d'un défunt militaire en activité ou civil appartenant à une famille militaire. Dans le premier cas, il existe un bureau funéraire au niveau de notre service qui s'occupe de tout ce qui est papier administratif permettant d'inhumer les défunts.
Voilà, donc là, il faut préciser que ça dépend. Est-ce qu'il faut l'autopsie? Est-ce qu'il ne faut pas d'autopsie? Parce que si c'est une mort naturelle, ce n'est pas la peine de faire l'autopsie. Mais si c'est une mort, par exemple, par accident, il faut une autopsie. Donc il y a des papiers entre la brigade prévôtale, le procureur, jusque chez le gouverneur, donc des papiers à chercher. Là, c'est le bureau patrimoine qui s'en occupe. Et nous assistons, si c'est un militaire en activité, ça, tout le travail incombe à notre service. Aussi, le chef de bureau de garnison établit les demandes nécessaires pour l'obtention des moyens pour cette inhumation. Par exemple, quelqu'un qui doit être inhumé à Ziguinchor fait des demandes de moyens. D'abord, ce qu'on demande en priorité, c'est l'avion. Si l'avion est disponible, tant mieux. Si l'avion n'est pas disponible, on se rabat sur des corbières que nous avons et le bus que nous avons pour aider la famille à accompagner plutôt la famille à inhumer leurs défunts. Voilà. Par ailleurs, l'armée aussi, par l'instruction numéro 1230 sur Semga, sur Cap, sur SAS, sur Conf, du 21 décembre 2004, assure les frais mortuaires du disparu. Voilà en somme ce que nous faisons. En plus aussi, il faut souligner qu'à chaque fois que cela se produit, le corps d'appartenance du défunt fait une délégation pour aller présenter les condoléances à la famille. C'est ce qu'on fait s'il s'agit d'un militaire. Maintenant, pour les décès civils, généralement, c'est des demandes de corbière ou tout simplement des demandes de cercueil. Et généralement, le commandant de zone répond favorablement à ces demandes. Voilà mon capitaine, c'est un peu clair. Et après les décès, nous savons tous que la direction de l'action sociale des armées est en train vraiment de faire un travail colossal sur l'accompagnement des familles de ces militaires décédés en service ou même après le service. Vraiment, les gens sont en train de faire un travail remarquable. Le commandement de la zone militaire numéro 1 ayant aussi la charge de l'organisation des grandes cérémonies et événements, organisés ici à Dakar, on dira même événementiels. Quelle est la participation du bureau de garnison dans l'organisation de ces activités? D'accord, merci. C'est vrai qu'on voit le brigade lors des grandes cérémonies du début à la fin. C'est normal parce que nous nous occupons essentiellement de l'organisation matérielle. Donc quand on parle de l'organisation matérielle, cela va du nettoyage du site à l'installation de tentes ou de tribunes si c'est nécessaire, jusqu'au traçage quand il s'agira peut-être de prise d'armes. Le traçage aussi incombe au bureau de garnison. Et après la cérémonie, le démontage de tout ce matériel aussi incombe toujours au bureau de garnison. Donc voilà essentiellement notre boulot lors des cérémonies, les grandes cérémonies. Voilà mon capitaine qui met fin à cet entretien. Vraiment, il y a eu des précisions de taille qui sont sorties de vos réponses et que je demanderai aux candidats du CIA surtout de prendre bic et feuille et de noter. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes avec le capitaine Lamine Mané de la zone militaire numéro 1. Dans sa rubrique santé, Armée Nation a le plaisir de recevoir le médecin lieutenant-colonel Marie-Edouard Faye, professeur en gynécologie en service à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les causes, les traitements, la prévention sont entre autres sujets abordés au cours de cet entretien. Elle est au micro du sergent Alassane Diop. Bonjour professeur et bienvenue à l'émission Armée Nation. Professeur, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de l'émission Armée Nation? Bonjour, c'est sergent Diop. Je vous remercie d'abord pour l'invitation à cette émission de Armée Nation. Je suis le médecin lieutenant-colonel Marie-Edouard Faye Djemé. Je suis gynécologue obstétricienne, c'est ma spécialité médicale. Et je suis professeur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne de sensibilisation est en train d'être menée dans toutes les garnisons du Sénégal pour sensibiliser les femmes sur le cancer. Le plus fréquent, c'est cette catégorie de personnel. Pouvez-vous dire à nos auditeurs ce qu'est le cancer du col de l'utérus? Il faut dire d'abord que cette action est louable, de faire une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, comme vous le savez, c'est une maladie grave qui peut être mortelle. C'est considéré comme le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde et particulièrement dans nos pays en développement. Alors ce cancer atteint la moitié d'1 million de femmes, plus de 500 000 femmes. Chaque année, il y a de nouveaux cas qui sont dépistés en termes de cancer du col de l'utérus. Donc au Sénégal, il y a plus de 1200 femmes qui sont dépistées chaque année de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Alors le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur maligne. On peut dire qu'une tumeur, c'est une anomalie d'un tissu. Par exemple, si on prend l'exemple que la femme, c'est un bâtiment,
on va dire que l'unité la plus petite du bâtiment, c'est la cellule. Alors la cellule, sous l'influence de certains facteurs, et les études ont montré qu'il y avait le plus souvent c'est un virus qui était à la base et sous d'autres facteurs, bien entendu, qui vont influencer. Cette cellule, donc, cette brique du bâtiment, va se développer de manière anarchique. Elle ne va plus obéir à la loi, elle naît, elle se divise, elle meurt après. Cette cellule va se diviser de manière indépendante pour donner une tumeur. Une tumeur qui peut se développer donc de manière anarchique, qui va donner après des signes pathologiques. Alors, en termes de tumeurs, il existe des tumeurs bénignes, comme par exemple les fibromes, qui vont rester sur place au niveau du tissu où elles sont nées. Mais les tumeurs malignes, qui sont donc appelées les cancers, elles vont s'étendre vers d'autres tissus, les tissus qui sont au voisinage, par exemple le col de l'utérus, qui est en fait la partie la plus inférieure de l'utérus, comme vous le savez, qui est destinée à faire grandir le fœtus et enfin, après, à l'expulser au moment de l'accouchement. Alors, quand on a un cancer du col de l'utérus, il commence au niveau du col, mais après, il peut s'étendre à des organes de voisinage. La vessie, qui est l'organe qui contient les urines, et ça va donner des signes urinaires, et peut s'étendre même à d'autres organes beaucoup plus loin, comme les os ou les poumons. Donc c'est ça, en fait, le cancer du col de l'utérus. Pour résumer, c'est une tumeur maligne et c'est une maladie grave. Voilà, mon colonel, plusieurs interprétations sont faites sur les causes de cette maladie. Quelle est la bonne information qu'il faut retenir? Alors, la bonne information qu'il faut retenir sur le cancer du col de l'utérus, du cancer du col utérin, c'est qu'à la base, les études, les recherches ont montré il y a plusieurs années que c'est une contamination par un virus. Le virus, vous savez, maintenant, je pense que le virus le plus connu actuellement, c'est le coronavirus. Eh bien, c'est un virus qui appartient à ce qu'on appelle la famille des papillomas viridae. Il s'appelle le Human Papillomavirus. Et c'est lui qui est, on va dire, le primum movens du cancer du col de l'utérus. Alors, ce virus, il va infecter les femmes jeunes. Et on s'infecte comment? Par les rapports sexuels. Ces femmes jeunes qui vont avoir des rapports sexuels à un âge jeune vont être contaminées par le Human Papillomavirus, qui peut se développer sur place et être transmissible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les femmes qui vont avoir une infection par le Human Papillomavirus ne vont pas développer un cancer du col de l'utérus. Dans 80% des cas, on peut dire que ces femmes vont éliminer spontanément ce virus. Mais dans 20% des cas, voire 10% des cas, ce virus, il va persister à l'intérieur de ces cellules que j'ai appelées un peu tout à l'heure la brique au niveau du bâtiment. Ils vont induire donc ce développement anarchique sous l'influence d'autres facteurs. Quels sont ces facteurs? C'est notamment les femmes qui ont été mariées très jeunes, les mariages précoces, des femmes qui ont eu des rapports sexuels très tôt, des femmes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels, mais cela c'est valable aussi avec des femmes qui ont un conjoint qui a eu plusieurs partenaires sexuels, parce que plus il y a de rapports sexuels, plus le risque de s'infecter avec le Human Papillomavirus est important. Alors ces femmes aussi qui parfois peuvent être d'un niveau socio-économique très bas, donc la pauvreté c'est un cofacteur. Le fait d'avoir eu des infections sexuellement transmissibles différentes du Human Papillomavirus, donc qui est une infection sexuellement transmissible. Il faut penser à l'infection par le sida, notamment des infections par d'autres microbes qu'on appelle notamment les chlamydia, peuvent favoriser donc cette infection par le Human Papillomavirus et sa progression, sa persistance, sa progression vers un cancer du col. Mais il faut préciser que cette histoire, et c'est ce qui fait en fait l'intérêt que l'on porte au dépistage de ce cancer, cette histoire de la maladie, elle est très longue. Entre l'infection par le Human Papillomavirus qui peut débuter au début de l'activité sexuelle entre 15 et 20 ans, mais le cancer lui-même ne va se développer qu'au bout de 10 à 20 ans. Donc ça fait vraiment l'intérêt du dépistage de le voir très tôt pour éviter l'évolution donc vers le cancer du col utérin. Professeur, il arrive que certaines femmes vivent avec le cancer pendant une longue période sans le savoir. Comment cette maladie est-elle détectée ou décelée? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a à la base l'infection par le Human Papillomavirus et puis sous l'influence d'autres cofacteurs, il peut persister et progresser vers un cancer du col de l'utérus. Cette histoire, elle est très longue. Donc, du coup, ces femmes peuvent avoir ce qu'on appelle des lésions précancéreuses qui vont évoluer à bas bruit pendant longtemps
Et pendant longtemps, donc, l'infection peut être asymptomatique. Ou bien les lésions qui précèdent le cancer vont être asymptomatiques. La patiente n'aura aucun signe. Le plus souvent, quand elle a des signes pathologiques qui l'amènent à consulter, c'est que déjà le cancer est en train d'évoluer. Alors, quels sont ces signes? Il peut y avoir des saignements, qu'on appelle des saignements provoqués. Ces saignements peuvent être provoqués quand elle fait des toilettes intimes ou au moment des rapports sexuels. Donc, une femme qui a des saignements juste après les rapports sexuels et de manière répétée doit aller consulter pour au moins avoir un examen de son col utérin. Ensuite, ces patientes aussi peuvent avoir ce qu'on appelle des pertes qu'ils appellent pertes blanches, que nous appelons en langage médical des leucorrhées. Maintenant, ces leucorrhées, elles peuvent avoir un aspect pathologique, avoir une couleur qui peut être inquiétante, qui peut être jaunâtre, elles peuvent être mêlées de sang, elles peuvent avoir également une mauvaise odeur. Ça fait partie aussi des signes qui doivent pousser à consulter pour avoir un examen qui peut peut-être mettre en évidence un cancer du col de l'utérus. D'autres signes tels que des douleurs au niveau du bas-ventre, mais également parfois quand le cancer est vraiment avancé et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est étendu vers les organes de voisinage comme la vessie, on peut avoir des signes urinaires, le fait qu'il y ait du sang à l'intérieur des urines. Ça fait partie des signes cliniques qui doivent faire penser à la possibilité d'un cancer du col utérin. Alors, quand elle vient à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire pour diagnostiquer le cancer? C'est d'abord un examen clinique. Et l'examen clinique de prédilection, en tout cas chez le gynécologue, la sage-femme, l'infirmier qui peut faire cet examen gynécologique, c'est de poser un instrument qu'on appelle le spéculum à l'intérieur du vagin, donc qui est utilisé au cours des rapports sexuels. Quand on met ce spéculum et qu'on l'ouvre, on peut visualiser le col. Le col de l'utérus, donc qui est la porte d'entrée de l'utérus. Et normalement, ce col, il a un aspect rose. Et quand on met le spéculum, on le regarde, il peut avoir changé d'aspect. On peut voir qu'il a peut-être un aspect un peu trop rouge, pas rose. On peut voir, par exemple, qu'il y a une tumeur qui s'est développée, ou bien il y a des ulcérations, des lacérations qui sont apparues au niveau du col. Et dans ce cas, on peut très bien suspecter un cancer du col. Mais ce sont les examens complémentaires sur lesquels je vais insister qui vont permettre donc de poser le diagnostic du cancer du col. Quand on a une tumeur, qu'est-ce qu'on fait? On la prélève. C'est ce qu'on appelle la biopsie. Et il y a des pinces spécialisées pour ça. On prélève une partie de la tumeur qu'on aura visualisée et on l'envoie chez un spécialiste qu'on appelle le médecin spécialiste en anatomie pathologique qui va l'analyser sous un microscope et qui va détecter justement ces cellules, donc ces briques entre guillemets, qui sont anormales. Maintenant, elle peut venir avoir des signes, on examine avec le spéculum et on ne voit pas de tumeur. Et dans ces cas, il faut aller faire ce qu'on appelle le frottis cervico-utérin. C'est quoi le frottis cervico-utérin? Il consiste toujours en ayant mis ce spéculum, donc cet appareil qui permet d'ouvrir le vagin, de regarder le col, qui permet avec une brosse de prélever justement ces cellules, donc ces briques du bâtiment, et de les analyser également sous un microscope. Et là, on peut voir que la cellule a un aspect anormal ou bien on a un tissu qui est tout à fait anormal. L'autre examen aussi qu'on peut faire, au-delà du frottis, quand le frottis par exemple est réalisé, on peut vous dire que le frottis est anormal et ça, il y a des classifications pour ça, pour voir est-ce qu'on a une lésion qui semble être, comme nous le disons, de bas grade, donc pas très grave, ou une lésion de haut grade. Après cela, on peut faire une colposcopie. La colposcopie, c'est un autre examen qui va permettre de regarder le col directement, toujours avec la même technique avec le spéculum, de le regarder sous un très fort grossissement, c'est-à-dire on multiplie un peu la taille du col jusqu'à 30 ou 40 fois. Et là, on va appliquer des substances dessus, des produits. Le premier, c'est l'acide acétique. Le deuxième, c'est le Lugol, qui sont des produits qui permettent de vérifier, macroscopiquement en tout cas, en gros, est-ce que ces cellules sont normales ou bien il y a des lésions qui ont une couleur qui est inquiétante et qui vont pousser à biopsier, donc à enlever une partie du col pour pouvoir l'analyser. Donc c'est en résumé les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir poser le diagnostic de cancer du col de l'utérus. Professeur, quand on dit à une patiente qu'elle est atteinte de cancer du col de l'utérus, elle perd tout espoir de guérison. Existe-t-il des traitements? Si oui, quels sont les traitements possibles? Tout à fait, il existe des traitements et je tiens quand même à préciser que le cancer du col utérin est un cancer qui se guérit.
qui se guérit surtout quand il est dépisté très tôt. Alors, quels sont les traitements qui sont disponibles? Une fois que le diagnostic est posé, qu'il y a une suspicion de ce cancer et qu'on a confirmé quand on a fait l'examen de ce fragment qu'on a biopsié, il faut faire des examens complémentaires pour voir quel est le stade de la maladie et quel traitement on peut utiliser. Quels sont les traitements grosso modo? Il y a des traitements, on va dire, médicamenteux. C'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, ce sont des médicaments qui vont être le plus souvent administrés par perfusion. Mais pour cela, on le sait, il faut souvent plusieurs séances de chimiothérapie. Et ces produits qu'on va utiliser vont détruire donc ces cellules qui sont cancéreuses, anormales. Mais il y a parfois des effets secondaires parce que le produit va détruire les cellules cancéreuses, mais il peut également atteindre des cellules qui sont parfaitement normales et donc donner des effets secondaires. L'autre type de traitement qui peut être utilisé, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est comme quand on fait une radiographie, on va dire du poumon ou bien au niveau de l'abdomen, ça va utiliser des rayons. Alors ces rayons, ils seront centrés sur la zone qui est malade, donc le col utérin et son environnement, et il est destiné à détruire donc ces cellules cancéreuses. Mais là aussi, on a la même situation que lors de la chimiothérapie. Il peut y avoir des complications liées au fait que ces rayons également peuvent détruire des cellules qui sont tout à fait normales. Et enfin, il y a des traitements basés sur la chirurgie, c'est-à-dire on va enlever une partie du col ou bien on va enlever tout l'utérus et pour cela, ça dépendra de la taille, du type de cancer qui a été donc diagnostiqué. Mon colonel, parfois le traitement de la maladie peut être long. Comment se fait la prise en charge pendant et après le traitement? Alors, le traitement, effectivement, peut être long, mais il faut dire qu'une fois que le cancer est diagnostiqué, la malade bénéficie de ce qu'on appelle une exploration clinique et paraclinique complète. Clinique, il va y avoir un examen par un gynécologue ou bien un cancérologue qui va évaluer un peu la localisation du cancer. Est-ce que c'est uniquement au niveau du col ou bien est-ce que c'est étendu un peu à l'environnement, ce que nous on appelle l'environnement de l'utérus et les organes de voisinage, en se basant sur son examen clinique, mais également sur des examens complémentaires. Ça peut être une échographie, ça peut être des radiographies, ça peut être des examens beaucoup plus coûteux, comme l'imagerie par résonance magnétique, pour évaluer l'extension du cancer. Une fois que cela est fait, la prise en charge du cancer, il faut dire que c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est plusieurs spécialistes qui vont intervenir dans la prise en charge. Il y a des cancérologues qu'on appelle les oncologues, il y a des chirurgiens, des gynécologues, des travailleurs sociaux parce qu'il faudra un soutien psychosocial de la patiente. Donc il y a toute une catégorie de personnel qui va intervenir dans cette prise en charge. Maintenant, la prise en charge, elle peut être longue parce que si le cancer a été vu à un stade tardif, il va falloir passer par plusieurs types de traitements, voire plusieurs combinaisons thérapeutiques. Soit il va falloir lui faire d'abord une radiothérapie, ensuite ce sera la chirurgie et puis peut-être après une chimiothérapie. Comme certaines patientes qui arrivent à un stade tardif vont bénéficier de traitements de chimiothérapie, de radiothérapie pour pouvoir diminuer la taille de la tumeur et pouvoir espérer donc l'opérer et donc l'enlever complètement. Donc on peut dire que quand le cancer est vu tôt, la prise en charge peut être relativement rapide, mais quand le cancer a été vu à un stade avancé, c'est plusieurs combinaisons thérapeutiques qui vont être utilisées et le traitement donc peut être relativement long. Donc ça, c'est pour résumer la prise en charge en fait pendant donc, le traitement. Après le traitement, il y a un suivi. C'est pas parce qu'on a opéré le cancer que c'est complètement guéri, on ne suit pas la patiente. Elle doit être suivie parce qu'il faut toujours vérifier si réellement elle est guérie, donc elle est en rémission complète de son cancer. Il faut également vérifier que le cancer n'est pas revenu quand il n'y a pas une bonne réponse au traitement, ce qu'on appelle la réponse thérapeutique. Donc tout cela nécessite un suivi qui peut aller jusqu'à 5 ans, voire 10 ans, qui se base sur des examens cliniques qui sont faits régulièrement, mais également sur des examens radiologiques pour voir si le cancer n'est pas revenu et sur des tests, notamment, qui recherchent le virus HPV dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, professeur, le dépistage, une opération noble mais délicate, si l'on sait que les femmes ont souvent peur de connaître leur statut.
Comment procédez-vous pour gagner le pari de la participation à ces journées de dépistage? Pour gagner le pari de la participation à ce dépistage, je pense que la base, c'est vraiment la sensibilisation. Et je crois qu'à travers cette émission, c'est ce que vous tenez à faire. C'est la sensibilisation sur ce cancer qui peut être guéri quand il est découvert très tôt. Donc vraiment, la base de ce qu'on va dire au moment de la sensibilisation, c'est cela. Il faut dépister ce cancer parce que quand il est découvert tôt ou bien au stade de lésions précancéreuses qui peuvent évoluer pendant longtemps avant d'arriver au cancer, on peut traiter complètement cette pathologie. Donc c'est important de faire le dépistage. C'est important également d'associer les travailleurs sociaux, les agents de santé communautaires, les Badjanougor, je pense aux Badjanougor, qui peuvent également participer à la sensibilisation pour que les femmes viennent vers les structures sanitaires pour se faire dépister. Au-delà de ces dépistages Octobre Rose, il faut savoir que toute femme doit au moins une fois par an faire une consultation chez la sage-femme, chez le gynécologue ou chez le médecin généraliste pour avoir au moins un examen du col, éventuellement une prescription de frottis cervico-utérin, ou bien d'autres méthodes de dépistage qui sont beaucoup plus accessibles parce que le frottis cervico-utérin, il faut le rappeler, ça a quand même un coût et ce n'est pas disponible partout parce que tous les hôpitaux régionaux ne peuvent pas offrir cet examen-là. Par contre, il y a des méthodes cliniques accessibles que des sages-femmes peuvent faire dans leur poste de santé reculé et qu'on appelle l'inspection visuelle avec l'acide acétique, inspection visuelle avec le Lugol, qui permettent de voir s'il y a des zones anormales au niveau du col. Soit, en fonction des anomalies qu'elles ont vues, ça peut être traité aussitôt, c'est ce qu'on appelle la stratégie diagnostic et traitement tout de suite, ou bien ça peut demander une référence vers un spécialiste ou bien vers un hôpital de plus haut niveau. Donc là, le dépistage est important à plus d'un titre. Nous le répétons, c'est un cancer qu'on peut guérir quand il est diagnostiqué tôt. Et pour le diagnostiquer tôt, il faut faire du dépistage. Dépister les lésions précancéreuses avant qu'elles n'aboutissent à un cancer, mais également dépister le cancer très tôt pour pouvoir l'extirper complètement chez ces femmes-là. Donc il faut le dépistage. Professeur, nous sommes au terme de notre entretien. Dans le cadre de la prévention de la maladie, qu'est-ce que vous dites aux femmes pour éviter ce fléau? Alors, je vais dire aux femmes, je vais leur répéter l'adage que je pense tout le monde connaît. Il vaut mieux prévenir que guérir en termes de médecine et surtout en termes de cancer, surtout ce cancer qui peut être grave, qui peut être mortel, qui est responsable donc d'une lourde mortalité. Donc, il faut prévenir. Et comment on doit faire la prévention? La prévention, ce que nous appelons la prévention primaire, c'est d'abord éviter tous les facteurs favorisants dont nous avons parlé. Le multipartenariat, l'activité sexuelle précoce et par là le mariage précoce. Le mariage précoce, c'est celui avant l'âge de 16 ans. Tout cela est à éviter. Les infections sexuellement transmissibles, ou bien quand on sent des symptômes qui pourraient être en rapport avec une infection sexuellement transmissible, il faut aller vers un personnel médical pour pouvoir avoir un traitement approprié. Il faut éviter le tabac. Le tabac fait partie des cofacteurs, nous n'en avons pas parlé tout à l'heure, des cofacteurs du cancer du col qui vont favoriser en fait la progression donc, de cette infection qui va donner après le cancer du col utérin. Il faut également, en termes de prévention, favoriser la vaccination des jeunes filles. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un virus qui est connu comme étant une des conditions quasiment nécessaires de ce cancer du col. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui vont venir l'aider pour qu'il se développe vers un cancer. Mais le primo mauvais, au départ, il y a cette infection virale. Et les recherches ont permis donc de produire un vaccin contre ce human papillomavirus. Parce que tous les human papillomavirus ne donnent pas le cancer, mais des vaccins ont été produits contre ces human papillomavirus qui sont à très haut risque, notamment le 16, le 18, le 45, qui sont retrouvés dans notre population et dans le monde en général. Et ces vaccins sont efficaces contre ces human papillomavirus. Et une bonne nouvelle, c'est que ce vaccin a été intégré au Sénégal dans le programme élargi de vaccination. Donc, il faut inciter les mamans, je m'adresse particulièrement au personnel féminin des armées, aux familles de militaires, aux militaires surtout, pour qu'ils puissent amener leurs filles de 9 ans à se vacciner contre le human papillomavirus. Parce que le vaccin peut être administré entre 9 et 14 ans.
Et au Sénégal, c'est à 9 ans, donc dans le programme élargi de vaccination. Donc c'est gratuit en 2 doses. C'est facile à administrer et ça permet de réduire vraiment la survenue de lésions précancéreuses du col et donc la présence, la progression vers un cancer du col utérin. Les autres mesures préventives qui entrent dans ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est le dépistage. Le dépistage qui peut se faire par plusieurs méthodes. Je reviens encore dessus et je le martèle. Il faut aller vers les structures de santé au moins une fois par an. Et là, profiter justement de cette opportunité d'Octobre Rose et des campagnes de sensibilisation, de dépistage qui sont organisées pour aller vers le personnel de santé. Comment se faire dépister? C'est ces méthodes visuelles qui peuvent être utilisées partout. Inspection visuelle avec de l'acide acétique qui est comme du vinaigre et quand on met sur le col, quand il y a des lésions anormales, ça devient blanc. Ou bien on utilise un autre produit qu'on appelle le Lugol. Ou bien, quand c'est possible, c'est de faire le frottis cervico-utérin, donc prélèvement des cellules et analyse au niveau donc du microscope. L'autre méthode de diagnostic qui prend de plus en plus de la place, c'est ce qu'on appelle le test du human papillomavirus. C'est un test, comme quand on parle de test coronavirus, c'est un test qui permet de voir si au niveau des cellules de cette femme, il y a le papillomavirus ou pas. Et le frottis, je rappelle un peu comment ça doit se faire, c'est tous les 2 ans à 3 ans. Normalement, une femme qui vient pour la première fois, on fait un frottis. S'il est normal, on en refait un autre une année après. Et si c'est toujours normal, elle fera un frottis tous les 3 ans. Maintenant, en ce qui concerne le test human papillomavirus, quand la femme parvient à faire un test HPV, comme on l'appelle, s'il est négatif, elle peut rester 5 ans avant de refaire un test HPV. Parce qu'il a été démontré que si elle n'est pas infectée par le human papillomavirus, il y a de fortes chances qu'elle ne développe pas le cancer ou une lésion précancéreuse dans les 5 ans à venir. Donc toutes ces méthodes de dépistage, elles sont là, elles sont disponibles et les femmes doivent se rapprocher du personnel de santé, aller vers les structures sanitaires pour se faire dépister contre le cancer du col utérin. Colonel, nous sommes à la fin de notre entretien. Armée Nation vous remercie de votre disponibilité. Je vous remercie. Chers auditeurs, je rappelle que nous étions avec le médecin lieutenant-colonel Marie-Edouard Faye-Djemé, gynécologue obstétricienne médicale, professeur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Armée Nation, la voix des Djambars. Votre disque du soldat avec le sergent Ousseynou Diong. Amis auditrices et auditeurs, bienvenue sur votre fréquence préférée pour passer un bon moment avec le disque du soldat. Ce morceau est dédié au sergent-chef Abdoulaye Faye et famille à la cité Comico 5 de Bambilor. Il est dédié également au sergent Martin Bassen à Dodji et à tous les stagiaires, sans oublier la classe 1997. Le sergent Seydina Issa Diouf dédie ce morceau au sergent Fodé Sagna du BS1 Mortier et toute sa famille, à l'adjudant Issa Sanoho du 22e Bera, au sergent-chef Malik Sall en service à l'hôpital militaire de Wakam, au sergent-chef Malik Gueye, à l'adjudant-chef Ali Anne, au sergent-chef Oumar Sarr, tous à l'armée de l'air, sans oublier le lieutenant Momar Ndiaye et le soldat de première classe Cheikh Faye. Le sergent Baymar de la DIRPA offre ce morceau aux stagiaires du BS1 Communication et du BS1 Mortier au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air, à sa femme Memouna, sa belle-sœur Rita et ses enfants Ami, Ndjongue, Nyoha, Mbaindoy et Ado. Sans oublier Madame Diouf, née Amissar et ses enfants, mais également à Madame Mariama Diouf, tous à Pikine Guinaouraï. Amis auditrices et auditeurs, c'était tout pour votre disque du soldat. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Cindy, Iwili, Musolu, Ali.
Duma soye hadamani hawada sutrole kama Kayembeda como moye doku Nakeba lukonyondi dindi musuka fuke Hanika bidi sorita Na wakili momoya doma doma Nambulo fanyo kan fonye nikosi boku Sindi, imi, muzolu, alimini, telu, alimini, teku wakuna Parafinu alimini, kumaru Amis auditrices et auditeurs, l'émission Armée Nation tire à sa fin. À la présentation, vous aviez Sergent Baymar et à la prise de son, Sergent Famarapognan. Restez connectés sur cette fréquence pour la suite du programme. Au revoir et à la prochaine. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.